Le 14 octobre 2022, une tragédie d'une brutalité exceptionnelle a secoué la France, laissant une cicatrice profonde dans la conscience collective. Ce jour-là, Lola Daviet, une jeune fille de 12 ans, a été assassinée dans des circonstances qui dépassent l'entendement. Ce n'était pas seulement un homicide, aussi tragique soit-il. L'affaire Lola est devenue un traumatisme national, un point de rupture révélant les angoisses les plus profondes de la société française. La cruauté du crime, combinée au profil de la principale suspecte, une ressortissante algérienne sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, a instantanément transformé ce fait divers en une tempête politique et médiatique d'une rare violence. Ce drame a soulevé des questions cruciales sur la sécurité, l'immigration et l'efficacité de l'État. Des questions qui continuent de hanter le débat public. Dans cette vidéo, nous allons disséquer méticuleusement chaque facette de cette affaire. Nous reconstituerons la dernière journée de Lola, nous plongerons dans les détails glaçants de l'enquête et de l'autopsie, et nous analyserons les profils complexes de la victime et de son bourreau présumé. Nous examinerons comment la douleur d'une famille a été instrumentalisée, transformée en un argument politique, et comment un drame intime est devenu une affaire publique qui a divisé la nation. Ce n'est pas une histoire simple, et il n'y a pas de réponse facile. Mais pour comprendre la France d'aujourd'hui, il est essentiel de comprendre l'affaire Lola. Si vous souhaitez soutenir notre travail d'enquête approfondi sur des affaires qui ont marqué notre société, abonnez-vous dès maintenant à Traces perdues et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le vendredi 14 octobre 2022 est une journée qui restera gravée dans la mémoire de la famille Daviet et de la France entière. C'est le jour où la vie de Lola, 12 ans, a basculé dans l'horreur. Vers 15h, elle quitte son collège, le collège Georges Brassens, dans le 19e arrondissement de Paris. Un trajet quotidien, familier, qui l'amène vers l'immeuble de la rue Manin, où elle vit avec ses parents, Johan et Delphine, et ses 2 frères. Son père, Johan, est le gardien de l'immeuble, une position qui place la famille au cœur même de la communauté où le drame va se nouer. Le revenu de la famille dépendait de ce poste, une situation financière modeste mais stable, ancrée dans la vie de ce quartier parisien. Vers 15h20, un moment fatidique est capturé par les caméras de surveillance de l'immeuble. Les images montrent Lola entrant dans le hall. Elle n'est pas seule. Elle suit une femme, qui sera plus tard identifiée comme la principale suspecte, Dadia Benkired. C'est la dernière fois que Lola sera vue vivante. Certains rapports noteront que la jeune fille semblait inquiète ou anxieuse sur ces images. Cette vidéo, une simple mesure de sécurité, deviendra la pierre angulaire de l'enquête criminelle, une piste immédiate et glaçante. Lola est une enfant ponctuelle. Quand elle n'est pas rentrée à la maison, l'inquiétude de ses parents se transforme rapidement en alarme. Vers 16h30, son père, Johan, se rend au commissariat pour signaler sa disparition. Sa mère, Delphine, contacte également les autorités. Dans une interview poignante, Johan racontera plus tard la réponse initiale de la police, suggérant que sa fille était peut-être simplement avec des amis. Une hypothèse standard, mais qui sera bientôt tragiquement invalidée. Cette première interaction met en lumière le fossé angoissant entre l'intuition d'un parent sentant un danger imminent et la réponse procédurale, parfois lente, des forces de l'ordre. À 18h45, alors que les heures passent sans nouvelles, le désespoir de la famille atteint son paroxysme. Delphine Daviet se tourne vers les réseaux sociaux, publiant un appel à l'aide sur sa page Facebook. Le message inclut une photo récente de sa fille et une description de ses vêtements. Cet acte transforme une crise familiale privée en une préoccupation publique, utilisant la puissance des réseaux dans une tentative désespérée de retrouver Lola. Pendant que l'enquête officielle démarre, la famille Daviet mène ses propres recherches effrénées. Johan parcourt le quartier en scooter, scrutant chaque rue. Son fils aîné, âgé de 18 ans, fouille systématiquement les caves, les parkings, chaque recoin de l'immeuble,
avec une angoisse grandissante. C'est dans ce contexte que la technologie révèle sa double facette. Le système de vidéosurveillance, qui fournira la piste cruciale à la police, livre également le premier indice horrible directement au père. En tant que gardien, Johan Davier a un accès immédiat aux images. Il est le premier à voir les derniers instants de liberté de sa fille. Un outil de travail transformé en instrument de torture psychologique. Cet accès direct à la preuve du crime crée un lien tragique et insoutenable entre le parent et l'horreur. Parallèlement, l'utilisation de Facebook par Delphine représente la tentative d'une mère moderne de mobiliser une communauté pour un résultat positif. Cependant, cet appel public préfigure la manière incontrôlable dont l'affaire sera saisie par l'opinion et les acteurs politiques, les mêmes plateformes étant bientôt utilisées pour diffuser l'image de Lola à des fins politiques, un acte que la famille condamnera à plusieurs reprises. La nuit du 14 octobre tombe sur Paris, et avec elle, l'espoir de retrouver Lola s'amenuise. Vers 23h30, l'horreur prend une forme concrète. Un homme sans abri de 42 ans fait une découverte macabre dans la cour d'un immeuble de la rue d'Aupoul, à quelques rues seulement du domicile des Davier. Il trouve une grande malle de voyage en plastique. Sentant que quelque chose n'allait pas, il contacte immédiatement la police. À l'intérieur du conteneur, les autorités découvrent le corps d'une jeune fille, dissimulé sous des tissus, les membres ligotés. La victime est rapidement identifiée. C'est Lola Davier. Vers 2h du matin, le préfet se rend en personne au domicile de la famille pour leur annoncer la nouvelle. Le cauchemar devient réalité. La découverte du corps d'un enfant, jeté de cette manière dans un quartier parisien tranquille, envoie une onde de choc immédiate à travers toute la nation. L'autopsie, réalisée le samedi 15 octobre, révèle une violence et une cruauté qui glacent le sang. La cause officielle de la mort est une asphyxie, résultant d'une combinaison de compression cervicale et du ruban adhésif enroulé autour de son visage. Mais les détails du rapport vont bien au-delà. Ils forment la base des accusations de torture et d'actes de barbarie. Le corps de Lola porte les marques de multiples coups de couteau. Des coupures larges et profondes sont infligées à son cou et à son dos. L'analyse médico-légale déterminera plus tard que certaines de ces blessures ont été infligées post-mortem, indiquant un acte de rage ou de profanation qui a continué même après sa mort. De plus, l'enquête confirme que Lola a été victime d'une agression sexuelle brutale. Dans ses aveux ultérieurs à la police, la principale suspecte, Darbia Benkired, fournira un récit d'une précision effroyable. Elle décrira avoir attiré Lola dans l'appartement de sa sœur, l'avoir forcée à se doucher, puis l'avoir contrainte à des actes sexuels avant de la violer avec ses mains. Bien qu'un premier rapport ait cité un procureur déclarant qu'il n'y avait pas de lésions traumatiques de la sphère sexuelle, cela faisait probablement référence à une définition médico-légale très spécifique. Les charges formelles retenues contre Benkired, qui incluent le viol avec torture et acte de barbarie, et ses propres aveux détaillés, ne laissent aucun doute sur la nature sexuelle de l'agression. Pour ajouter une couche de cruauté bizarre et ritualiste, les enquêteurs découvrent 2 chiffres inscrits sur la plante des pieds de Lola. Certains rapports initiaux indiquaient qu'ils étaient écrits sur des post-it, d'autres directement sur sa peau avec une encre ou un vernis rouge. Lors de son interrogatoire, Darbia Benkired revendiquera ces inscriptions, déclarant avoir utilisé un vernis de la marque Number One. Elle liera cet acte à sa colère contre la mère de Lola qui lui avait refusé un pass d'accès à l'immeuble. Les chiffres deviennent alors un message cryptique et provocateur. Ce détail, défiant toute explication rationnelle, suggère une psyché profondément perturbée et malveillante, transformant le meurtre en un spectacle grotesque. Le mobile présumé, un conflit trivial pour un pass, est si disproportionné par rapport à la sauvagerie du crime qu'il pointe vers une dynamique de vengeance par procuration, où Lola a été utilisé comme un substitut à la véritable cible de la rage de la suspecte. Face à un crime d'une telle atrocité,
La brigade criminelle de la police judiciaire de Paris réagit avec une efficacité redoutable. La première et la plus critique des avancées est l'analyse des images de vidéosurveillance. Après avoir visionné la vidéo de 15h20 montrant Lola avec Dabia Benkered, les enquêteurs examinent méthodiquement le reste des enregistrements de la journée. Ils repèrent bientôt une séquence filmée vers 17h. On y voit la même femme, Benkered, quittant l'immeuble. Elle peine visiblement à déplacer de lourds bagages, dont la grande malle en plastique où le corps de Lola sera retrouvé. La police dispose désormais d'une image claire de sa suspecte principale et d'une preuve irréfutable la liant à la dissimulation du corps. Une chasse à la femme intensive est lancée. La suspecte est identifiée comme Dabia Benkered, une femme de 24 ans ayant des liens avec l'immeuble. Elle est localisée à Bois-Colombes, en banlieue nord-ouest de Paris. Elle y est arrêtée aux premières heures du samedi 15 octobre, moins de 12 heures après la découverte du corps de Lola. Son arrestation, alors qu'elle semblait être en fuite, confirme son statut de suspecte numéro 1. L'enquête s'élargit rapidement. La police cherche à comprendre l'étendue du crime et à identifier d'éventuels complices. Au total, 6 personnes sont placées en garde à vue entre le vendredi soir et le samedi. Ce groupe comprend Dabia Benkered, sa sœur de 26 ans, dans l'appartement de qui le meurtre aurait eu lieu, et 4 hommes. Parmi eux, l'homme sans abri qui a découvert le corps. Il est rapidement interrogé, puis relâché. Un autre homme, âgé de 43 ans, fournit des informations cruciales sur les déplacements de Benkered après le meurtre. Il admet à la police qu'il a transporté Benkered et ses lourds bagages de Paris à son domicile le vendredi soir. Il déclare qu'elle est restée chez lui environ 2 heures avant qu'il ne la ramène dans la capitale. C'est après ce trajet que Benkered aurait abandonné la malle contenant le corps de Lola. Cet homme sera plus tard mis en examen pour recel de cadavre, clarifiant la chronologie du transport du corps. En plus des témoignages et des vidéos, les enquêteurs découvrent des preuves matérielles clés sur la scène de crime. Une perquisition dans la cave de l'immeuble de la rue Manin permet de trouver des rouleaux de ruban adhésif et un cutter, des objets qui corroborent les méthodes utilisées pour ligoter et blesser Lola. Les premiers jours de l'affaire sont marqués par une série de développements rapides et critiques, illustrant l'efficacité de la réponse policière tout en cartographiant la progression terrifiante d'un signalement d'enfants disparus à une enquête pour meurtre à part entière. Qui est Dabia Benkered, la femme accusée de cet acte monstrueux ? Son profil est celui d'une personne marginalisée, instable et énigmatique, dont les actions défient toute explication simple. Née à Alger, en Algérie, elle a 24 ans au moment des faits. Elle est arrivée légalement en France en 2016, à l'âge de 16 ans, avec un titre de séjour étudiant. Mais en 2022, ce statut a expiré depuis longtemps, la plaçant dans une situation administrative précaire, sans ressources financières stables pour subvenir à ses besoins. Cette précarité atteint un point critique le 21 août 2022, moins de 2 mois avant le meurtre. Benkered est interpellée à l'aéroport d'Orly, sans billet d'avion ni papier d'identité valide. En conséquence, elle reçoit une obligation de quitter le territoire français, OQTF. C'est un détail qui deviendra le cœur d'un débat politique acharné. Comme Benkered n'a pas de casier judiciaire, elle n'est pas placée en centre de rétention administrative. Elle est libérée avec un délai de 30 jours pour quitter la France volontairement. Elle ignorera cet ordre et restera en France illégalement. Le coût pour l'État de l'application de ces mesures est souvent un point de friction politique, mais dans ce cas, la non-application aura des conséquences incalculables. Sa vie en France est marquée par l'instabilité et l'isolement social. Sans domicile fixe et sans emploi, elle erre, séjournant parfois chez une connaissance dans le Val-de-Marne
parfois chez sa sœur de 26 ans, dans les meubles même de la famille Davier. Bien qu'elle n'ait pas d'antécédent criminel formel, elle est connue des services de police. En 2018, elle a été enregistrée comme victime de violences conjugales. Plus troublant, un incident de 2019 a été signalé plus tard, où elle serait devenue agressive dans un cabinet médical, menaçant une secrétaire en déclarant qu'elle reviendrait. Les témoignages de ceux qui la connaissaient brossent le portrait d'une personne en plein déclin psychologique. Sa propre sœur a déclaré aux enquêteurs que Benkired tenait des propos incohérents la nuit. Un ancien petit ami l'a décrite comme étant fortement perturbée depuis la mort de ses parents, affirmant qu'elle se promenait souvent en parlant toute seule. Ces récits suggèrent des signes clairs et croissants de détresse mentale. Pendant sa garde à vue, son état psychologique se révèle très volatile. Bien que déclarée apte à être interrogée, ses réponses fluctuent de manière spectaculaire. Elle oscille entre l'acceptation de la responsabilité du crime et le déni total. À plusieurs reprises, elle prétend que ses aveux détaillés ne sont que le souvenir d'un rêve, ou tente de rejeter la faute sur un étranger armé ou même un fantôme. Son comportement est décrit comme froid, détaché, sans émotion. Confrontée aux photos du corps mutilé de Lola, elle aurait déclaré « Ça ne me fait ni chaud ni froid. Moi aussi j'ai été violée et j'ai vu mes parents mourir devant moi. » Cette dualité entre une psychose apparente et une lucidité froide reste l'énigme centrale de son profil. Le seul mobile qu'elle avancera de manière cohérente est une dispute banale avec la mère de Lola, Delphine, au sujet d'un pass d'accès. La disproportion stupéfiante entre ce conflit trivial et la sauvagerie du crime suggère un acte non pas rationnel, mais l'explosion d'une pathologie sous-jacente grave et non traitée. L'histoire de Dabia Benkired soulève des questions troublantes sur les failles de notre système social et administratif. Une personne montrant des signes évidents de détresse psychologique a pu passer à travers toutes les mailles du filet. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation et des responsabilités qu'elle engage. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite de nos analyses. Dès que l'identité et le statut de la suspecte sont rendus publics, l'affaire Lola est arrachée à la sphère judiciaire pour être projetée au cœur d'une bataille politique féroce. Le fait que Dabia Benkired soit une ressortissante algérienne en situation irrégulière sous le coup d'une OQTF non exécutée devient pour la droite et l'extrême droite le fait central et unique du crime. Marine Le Pen, à la tribune de l'Assemblée nationale, déclare « Une nouvelle fois, la suspecte de cet acte barbare n'aurait pas dû se trouver sur notre territoire. Qu'attendez-vous pour agir afin que cette immigration clandestine hors de contrôle soit enfin stoppée ?» Le président de son parti, Jordan Bardella, dénonce sur les réseaux sociaux l'ensauvagement et l'immigration, affirmant que l'État a failli. Éric Zemmour, chef du parti Reconquête, va plus loin en utilisant son concept de francicide, décrivant le meurtre comme une agression ciblée contre l'identité française. Ces acteurs politiques construisent délibérément un récit causal simple et puissant. L'échec du gouvernement à appliquer l'OQTF est la cause directe de la mort de Lola. Cet argument est utilisé comme une arme pour attaquer le gouvernement d'Emmanuel Macron sur ses responsabilités fondamentales, la loi, l'ordre et la sécurité des frontières. Le débat se focalise sur le coût financier et social de l'immigration illégale, utilisant ce drame comme l'exemple ultime d'une politique jugée laxiste. La réponse initiale du gouvernement est de condamner ce qu'il considère comme une exploitation politique cynique. La première ministre, Elisabeth Borne, implore Marine Le Pen de faire preuve d'un peu de décence. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, accuse l'opposition d'utiliser le cercueil d'une gamine de 12 ans comme on se sert d'un marchepied. Cependant,
La pression politique est immense. La position du gouvernement passe rapidement de la condamnation à la concession. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, reconnaît publiquement les lacunes du système, déclarant que « nous devons évidemment faire mieux concernant l'exécution des OQTF ». Cet aveu est largement interprété comme une victoire politique pour l'opposition. Au milieu de cette tempête, la famille Daviet subit un traumatisme secondaire. Par l'intermédiaire de leur avocat, il supplie à plusieurs reprises que l'exploitation politique cesse, demandant que le nom et l'image de Lola ne soient pas utilisés comme un outil. Leur appel à la dignité dans leur deuil est largement ignoré. La couverture médiatique est massive, en France et à l'étranger. La brutalité du crime et ses ramifications politiques créent une frénésie. Certaines émissions, cependant, franchissent une ligne rouge. L'émission Touche pas à mon poste sur C8 est mise en demeure par l'Arcom, le régulateur des médias, pour des déclarations incendiaires de son animateur, Cyril Hanouna, qui a appelé à une justice expéditive et n'a pas respecté la dignité de la victime ni la présomption d'innocence. Cette sanction met en lumière les défis éthiques profonds auxquels les médias sont confrontés dans de telles affaires. Le 17 octobre 2022, 3 jours seulement après le meurtre, une information judiciaire est ouverte et Dabia Benkirid est mise en examen. Les charges retenues contre elle sont d'une gravité extrême dans le Code pénal français. Meurtre sur mineur de moins de 15 ans en lien avec un viol commis avec des actes de torture et de barbarie, viol sur mineur de 15 ans avec actes de torture et de barbarie, et recel de cadavres. Elle est placée en détention provisoire à l'isolement à la prison de Fresnes. Cette décision est motivée par le risque exceptionnel de troubles à l'ordre public et une préoccupation majeure quant au risque de récidive. Une question centrale, pour le juge d'instruction, est son état mental et par conséquent sa responsabilité pénale. En droit français, un accusé peut être déclaré irresponsable si un trouble psychologique a aboli son discernement au moment des faits. Plusieurs expertises psychiatriques sont ordonnées. Les experts décrivent Benkared comme ayant une personnalité pathologique sévère. Cependant, la conclusion juridique est que, bien que son jugement ait peut-être altéré, il n'a pas été aboli. Elle est donc jugée pénalement responsable et apte à être jugée. Une question centrale, pour le juge d'instruction, est son état mental et par conséquent sa responsabilité pénale. En droit français, un accusé peut être déclaré irresponsable si un trouble psychologique a aboli son discernement au moment des faits. Plusieurs expertises psychiatriques sont ordonnées. Les experts décrivent Benkared comme ayant une personnalité pathologique sévère. Cependant, la conclusion juridique est que, bien que son jugement ait peut-être altéré, il n'a pas été aboli. Elle est donc jugée pénalement responsable et apte à être jugée. Le procès à venir sera un événement capital. Sa fonction sera d'examiner publiquement les preuves, de sonder la personnalité de l'accusé et de déterminer sa culpabilité. Compte tenu de la gravité des charges, Dabia Benkirid encourt la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité, potentiellement assortie d'une période de sûreté. Ce procès est déjà décrit par les experts comme un procès important pour la nation, un moment où une société traumatisée cherchera une forme de catharsis et un récit définitif pour un événement qui l'a profondément divisé. Au-delà des titres, des débats politiques et des analyses juridiques, il y a la réalité humaine d'une vie volée et d'une famille détruite. Lola Daviet, née le 17 juillet 2010, était une jeune fille de 12 ans, pleine de vie et de talent. Élève au collège Georges Brassens, elle était aussi une championne de gymnastique aérobique. Ses amis se souviennent d'elle comme étant drôle, gentille, un peu garçon manqué, qui aimait le football. On riait encore ensemble vendredi, se souvient une amie, capturant la soudaineté choquante de sa mort. Le meurtre a provoqué une immense vague de deuil public. Devant son immeuble, un sanctuaire improvisé est apparu. Une mer de fleurs, de bougies, de dessins d'enfants,
et de mots de réconfort. Des veillées de prière ont été organisées. Ses funérailles, le 24 octobre 2022, à Lillers, dans le Pas-de-Calais, sont devenues un événement national, en présence de centaines de personnes, dont le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Pour la famille Daviet, l'impact a été une catastrophe totale. Les interviews de son père, Johan, sont un témoignage déchirant de leur calvaire. Il a décrit l'horreur d'apprendre les détails de la torture de sa fille en lisant le rapport d'autopsie. Le poids immense du traumatisme a brisé l'unité familiale. 1 an après le meurtre, Johan a révélé que le crime n'avait pas seulement pris sa fille, mais avait enlevé une famille complète. Lui et sa femme, Delphine, se sont séparés. La famille a perdu son logement, l'appartement lié à son travail de gardien, et il a perdu son emploi, un coup dévastateur pour les finances de la famille et leur sécurité. Accablé par le chagrin, il a sombré dans l'alcoolisme pour faire face à une douleur insupportable. Dans un dernier chapitre tragique, Johan Daviet est décédé le 23 février 2024, à seulement 49 ans. Sa mort, moins de 18 mois après celle de Lola, est vue non pas comme un événement distinct, mais comme une conséquence directe de son chagrin insurmontable. Il est la 2e victime de ce crime. Sa mort transforme le récit d'un meurtre unique en la destruction de plusieurs vies. Elle est la preuve irréfutable que pour les familles des victimes de violences extrêmes, le crime ne s'arrête jamais vraiment. Le meurtre de Lola Daviet n'est pas un simple fait divers. C'est une affaire historique qui a déchiré le tissu de la société française, exposant des fissures profondes et douloureuses. Cet acte horrible, commis par un seul individu profondément perturbé, a été immédiatement transformé en un symbole puissant pour une multitude d'angoisses contemporaines. La peur de la violence insensée, les échecs perçus de l'État dans la gestion de l'immigration et la nature toxique d'un environnement politique et médiatique qui se nourrit de la tragédie privée. L'affaire laisse derrière elle un héritage de questions non résolues. Le pourquoi fondamental du crime reste enfermé dans la psyché fracturée de l'accusé. Les débats politiques féroces qu'elle a déclenchés continuent de faire rage, le nom de Lola étant désormais tragiquement lié à la politique identitaire française. Mais l'héritage le plus profond est humain. C'est l'histoire d'une vie de 12 ans, pleine de promesses, brutalement éteinte. C'est l'histoire d'une famille complètement anéantie par une série de traumatismes en cascade. Un mariage qui s'effondre, un père qui, à la fin, est aussi une victime du crime, sa vie consumée par un chagrin si profond qu'il s'est avéré fatal. L'affaire Lola restera dans les mémoires comme un moment de traumatisme national, où une horreur privée est devenue un spectacle public, laissant une famille détruite et une nation aux prises avec la brutalité du crime et son instrumentalisation cynique. La mémoire de Lola Daviet ne doit pas être oubliée, ni réduite aux débats qui ont suivi sa mort. Partagez cette vidéo pour que son histoire, dans toute sa complexité et sa tragédie, soit connue et comprise. N'oubliez pas de vous abonner à 13 perdus pour continuer à explorer avec nous les affaires qui façonnent notre monde. Merci de nous avoir suivis.